Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Aux États-Unis, où on va évidemment parler de cette énième tuerie de masse qui s'est produite mercredi dernier, où, selon la police de la ville de Livingston, c'est dans l'État du Maine, un homme âgé de 40 ans qui s'appelle Robert Card aurait ouvert le feu à 2 reprises dans un bowling et dans un bar-restaurant, tuant à peu près une vingtaine de personnes. Alors, pour le moment, s'il serait encore activement recherché par la police de l'État du Maine, et justement, la gouverneure de cet État, Jane Mills, a justement annoncé que, évidemment, des recherches étaient en cours. Des recherches à la fois avec la garde nationale et le FBI, toutes ces forces, et la police de Livingston, toutes ces forces-là ont été coordonnées pour essayer de mettre la main sur l'auteur présumé de ce double massacre. Parce qu'il faut savoir que, en plus, M. Robert Card est un homme, c'est un instructeur certifié en armes à feu et il est membre de l'armée de réserve des États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les armes à feu et tout ce qui concerne les techniques de combat et de guérilla et autres. Et donc ça en fait justement un suspect non seulement armé, mais en plus extrêmement dangereux. Et donc, cette énième tuerie, comme je le disais, vient une fois de plus encore endeuiller des familles américaines et surtout rallonger la longue liste de fusillades. Parce qu'il faut savoir que selon le site Gun Violence Archive, pour l'année 2023, cette fusillade dans le Maine était la 563e de l'année 2023, qui aurait fait plus de 35 000 morts. Donc aux États-Unis, plus de 35 000 personnes sont tuées par balle. C'est presque l'équivalent du nombre de morts qu'on a en moyenne en Somalie. C'est-à-dire le niveau de tuerie avec des armes à feu. Même si, évidemment, il faut savoir raison garder, la Somalie, ce n'est pas les États-Unis en termes de niveau d'insécurité, puisque aux États-Unis, il y a très rarement des attentats terroristes comparés à la Somalie. Mais néanmoins, si tu veux, le niveau les dégâts que causent les armes à feu aux États-Unis quotidiennement sont quand même assez équivalents d'un pays aussi instable que la Somalie, ce qui est paradoxalement quand même assez inquiétant. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que malgré les mois que suscite à chaque fois un tel événement dramatique, malgré, si tu veux, les cris de cœur à la fois des familles des victimes, à la fois des associations qui luttent pour un meilleur contrôle des armes à feu, malgré la prise de parole d'hommes politiques contre, évidemment, contre ces événements dramatiques, enfin contre l'utilisation un peu incontrôlée des armes à feu. On se rappelle par exemple des larmes de Barack Obama en 2015 lorsqu'il y avait une fusillade dans une école primaire où il y avait eu... mais Barack Obama, il n'a rien fait pour gérer la question des armes aux États-Unis. Il vient d'une ville qui est l'une des villes les plus violentes des States, Chicago. Il n'a rien fait. Mais il ne peut rien faire. Donc il va verser les larmes de crocodile. Exactement. La même chose en mai de l'année dernière, Joe Biden aussi, on se rappelle que toujours au Texas, dans une école où il y avait un adolescent de 18 ans qui avait abattu 21 personnes, dont 19 enfants âgés de moins de 10 ans, Joe Biden s'était fendu d'une longue litanie en demandant pourquoi est-ce qu'on était incapable de légiférer et de trouver en fait les moyens de gérer la question des armes à feu aux États-Unis. Après ça, Joe Biden il est reparti, il est remonté dans Air Force One, il est reparti à Washington et les choses sont restées comme telles. En fait, il faut savoir que aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a une fusillade, à chaque fois qu'il y a un drame de ce genre, c'est toujours la même scène qui se produit. C'est-à-dire que c'est l'émoi, c'est la stupeur, c'est la colère, les familles des victimes sont en pleurs, c'est vraiment dramatique.
puis les hommes politiques viennent s'emparer de la question. Pourquoi? C'est un peu comme les violences policières. Pourquoi il y a des violences policières? Et puis après, une fois que les jours passent, eh bien, rapidement la tension médiatique baisse. Et puis au finish, eh bien, rien ne change, rien ne bouge. Et on attend tout simplement que le même drame se reproduise. Et justement, si on veut comprendre pourquoi un pays comme les États-Unis, où on est censé avoir les meilleurs, si tu veux, les meilleurs départements en matière de police, ou les polices, ou les organes chargés de la sécurité, que ce soit public ou privé, sont censés avoir les meilleurs équipements, les meilleurs moyens. Mais comment est-ce que dans ce pays-là, on n'arrive pas à mettre un frein à cette manière cette prolifération des armes à feu? Eh bien, il faut aller dans l'histoire des États-Unis. Et pour comprendre le lien très fort que les Américains ont avec les armes à feu, il faut d'abord comprendre dans la constitution même de l'État américain. L'État s'est construit d'abord grâce aux armes à feu, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les colons qui partent d'Europe et qui viennent s'installer en Amérique. Avec les armes à feu, ils vont d'abord massacrer les tribus autochtones indiennes qui étaient là, et ils vont s'emparer de leurs terres. Et grâce aux armes à feu, toujours, ils vont obtenir leur indépendance. Il ne faut pas l'oublier. Les colons qui s'étaient installés en Amérique étaient sous, si tu veux, l'autorité de la couronne britannique. Et puis, ils en avaient eu marre un peu si vous voulez, de ce qu'ils considéraient comme étant une dictature de la monarchie britannique. Et donc, ils vont décider, toujours avec les armes à feu, de se retourner contre cette couronne britannique et d'obtenir leur indépendance. Donc, l'arme à feu leur a permis de conquérir un vaste territoire et de s'y établir comme étant, d'en prendre possession. Et deuxièmement, l'arme à feu aussi leur a permis d'acquérir leur liberté. D'accord? Et donc, pour eux, c'est ça d'abord. L'arme à feu, c'est un moyen de puissance, c'est un moyen aussi d'expression pour la liberté. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. Et c'est ce qui explique que d'un point de vue juridique, eh ben, quand on regarde la Constitution américaine, quel est le premier amendement? Le premier amendement est relatif à la liberté d'expression. Il dit que nul ne doit entraver la liberté d'expression en Amérique. Et quel est le deuxième amendement? Eh bien, chaque Américain a le droit de se doter d'une arme, justement pour permettre que le premier amendement puisse s'appliquer. Donc, la liberté d'expression. Et donc, de ce point de vue, ça ancre véritablement dans la société américaine. Ce deuxième amendement-là ancre l'arme à feu comme faisant partie intégrante même de l'État américain. Quand je dis l'État, c'est la manière dont le pays est gouverné. Le pays est gouverné par et à travers les armes à feu. Et puis, le troisième facteur, pour moi, qui est un facteur non négligeable aussi, qui est le facteur économique. L'industrie de l'armement américaine est l'industrie la plus puissante au monde. Quand on regarde toutes les industries de l'armement confondues, celle des États-Unis est la plus puissante du monde. Et lorsque l'on regarde le marché intérieur américain, il est sans commune mesure extrêmement prolifique. Et surtout, qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit, à chaque fois qu'il y a une fusillade, eh ben, qu'est-ce que l'on constate? On constate une augmentation des ventes d'armes à feu. Et donc, pour les vendeurs d'armes, eh ben, c'est du pain béni et ils s'en frottent les mains. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on a voulu, ou du moins, et derrière, à chaque fois qu'il y a cette bataille idéologique entre républicains et démocrates, les démocrates ont toujours été en faveur, non pas de la fin de l'utilisation, enfin, la fin ou la suppression du deuxième amendement. Non, il n'arriverait dans l'esprit d'aucun Américain de toucher à la Constitution, parce que pour les Américains, c'est sacré, on ne touche pas à la Constitution. Mais des gens, pour les démocrates, eux, ils essayent de limiter les effets du second amendement en essayant de réguler, si tu veux, la circulation des armes à feu. Et en face, on a les républicains qui, eux aussi, pour des raisons purement idéologiques, s'opposent à toute forme de régulation de la circulation des armes à feu, s'opposent à toute forme de contrôle des armes à feu. Et donc, c'est pour cette raison-là que entre les démocrates et les républicains, il y a toujours deux discours bien distincts. Les républicains vont toujours mettre l'accent sur les auteurs des fusillades, en disant qu'en général, ce sont des personnes qui sont désaxées, qui souffrent de troubles mentaux. Donc, ce sont des personnes qui, normalement, ne devraient pas avoir en leur possession des armes à feu. Alors que du côté des démocrates, eux, ils mettent en avant le fait que
en absence, le fait que l'absence de régulation fait qu'il est très difficile donc de contrôler la manière dont les armes à feu prolifèrent. Et donc, ça facilite l'action, ça facilite le fait que des personnes désaxées, des personnes mentalement instables puissent avoir accès à ces armes à feu et commettre ces crimes-là. Et donc, de ce point de vue, à chaque fois, républicains et démocrates s'opposent et n'arrivent pas à atteindre un consensus. Et c'est la raison pour laquelle cette fusillade-là, cette 536e fusillade pour l'année 2023 aux États-Unis, 536 fusillades, celle de mercredi dernier. En 2023 seulement. En 2023, oui. Et 2023 n'est pas encore fini. Ben non, c'est pas fini. Il y a plus de 35 000 morts à l'issue de toutes ces fusillades-là. Donc cette énième fusillade, cette 536e, va une fois de plus attirer l'attention médiatique, comme c'est le cas, en tant que l'auteur présumé n'aura pas été interpellé ou abattu, eh ben, il y aura toujours cette tension médiatique autour de cet événement-là. Mais une fois que l'affaire sera réglée, s'il est tué ou s'il est arrêté finalement et envoyé devant la justice, eh ben, il va y avoir, si tu veux, la tension médiatique va retomber et bien entendu, d'un point de vue législatif, rien ne sera fait parce que aussi bien au niveau de la Chambre des représentants que même au Sénat, il y aura même des démocrates qui seront, par exemple, dans des pays qui seront conservateurs, qui seront opposés au fait que l'on puisse légiférer sur le contrôle des armes à feu. Donc aujourd'hui, on arrive en réalité à un statu quo. Donc la situation, la question de l'arme à feu divise profondément les Américains au point où véritablement l'appareil législatif est bloqué tant au plan fédéral qu'au plan des États. Même si on a par exemple des États qui ont une législation beaucoup ferme, très ferme à l'égard des armes à feu, par exemple la Californie, où vous avez d'autres États où c'est totalement l'inverse, où c'est vraiment, il n'y a quasiment pas de régulation, comme le Texas, où là-bas véritablement on s'oppose à ce que l'on touche même à la législation sur les armes à feu. Donc, ce sont ces deux Amériques-là qui cohabitent et qui s'opposent et qui ne vont certainement pas se réconcilier, notamment sur une question aussi sensible que celle des armes à feu, et ce, en début de la multiplication des drames comme celui qui s'est encore produit mercredi dernier. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.